Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, donc tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors, Marine Le Pen saura-t-elle convaincre les agriculteurs? C'est la question que nous allons nous poser dans cette émission. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marine Le Pen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Alors, face à vous, entre guillemets, donc Jean-Marie Serroni, vous êtes agroéconomiste, vous avez publié différents ouvrages, dont le dernier sur la révolution numérique. Bonjour. Bonjour. Et Alain Rouillet, donc directeur de Datagri, Institut de sondage. Donc Alain Rouillet, justement, ce week-end, vous avez mené une étude auprès de combien d'agriculteurs? Et puis, quelles sont les attentes donc, des agriculteurs face aux politiques? Oui, bonjour. Effectivement, nous avons eu ce week-end 465 répondants, toute culture, toute région, tout âge et tout type de niveau d'études. En fait, on leur a demandé les principales attentes et quel était le parti qui leur semblait le plus proche de ces attentes-là. Dans les principales attentes, on va reconnaître des choses que vous connaissez bien, c'est la diminution des normes qui intervient en premier lieu. Ensuite, très proche, nous trouvons, et c'est une surprise, le refus des traités transatlantiques, TAFTA. Ensuite, nous avons l'augmentation des réglementations de marché. Comment mieux réglementer le marché. Et enfin, en troisième position égalitaire avec la première, égalité avec le premier, c'est la place de l'agriculture dans l'économie française et la place de l'agriculteur dans la société. Voilà les quatre attentes qu'on retrouve chez nos agriculteurs. On leur a demandé quel était le parti le plus proche. Et bien là aussi, c'est une petite surprise, c'est aucun parti vient en premier, c'est-à-dire 22%. Et si on ajoute à ça les gens qui ne vont pas voter, on arrive à un tiers des personnes. Ensuite arrivent les Républicains, et tout de suite derrière, à 4 points, le Front National, donc Marine Le Pen en l'occurrence. Marine Le Pen, comment vous réagissez? Écoutez, je ne suis pas du tout étonné de ce sondage sur leurs préoccupations, puisque ces préoccupations, nous avons été, je crois, fer de lance sur ces problématiques depuis bien longtemps. Ça a été bien sûr le cas du TAFTA, donc je tiens à dire quand même qu'on n'est pas débarrassé de cette inquiétude, car nous sommes en période électorale, alors on repousse le TAFTA, mais en réalité son petit frère, le CETA, va faire l'objet d'une signature d'ici quelques semaines, avec des conséquences très lourdes sur les filières d'élevage, notamment du bœuf et du porc. Donc nous sommes très attentifs à cela. Sur l'affaire des normes, bien sûr, trop de normes, bien sûr, la France qui veut toujours être le meilleur élève de la classe et donc qui rajoute aux normes européennes des normes françaises. Je crois d'ailleurs que, pour être tout à fait honnête, beaucoup d'agriculteurs comprennent qu'il faut des normes et comprennent que ces normes contribuent à la sécurité de leurs produits et donc à la valorisation de leurs produits, à ce savoir-faire et à cette sécurité qui permet aussi l'exportation. Ce que beaucoup ne comprennent pas, et ce qui n'apparaît pas dans votre sondage, c'est qu'ils ne comprennent pas comment est-ce que sur l'étal, leurs produits soumis à des normes qui entraînent un surcroît de qualité et de sécurité se retrouvent à côté d'un produit importé qui, lui, n'est soumis à aucune des normes sociales, bien sûr, mais surtout environnementales ou de sécurité que pourtant on leur impose. Et cette rupture d'égalité entre les produits, cette perte de compétitivité qui en est la conséquence, est ressentie à juste titre de manière extrêmement injuste. C'est la raison pour laquelle nous disons nous ne devrions pas pouvoir importer des produits qu'on ne pourrait pas produire en France. Voilà, ça me paraîtrait relever du bon sens. Pour le reste, le TAFTA, les normes, la réglementation, vous en avez parlé en fait. La réglementation, on en a parlé, mais la réglementation, c'est autre chose. Ça va jusqu'au protectionnisme. Oui, voilà, ça va jusqu'au protectionnisme et jusqu'à l'idée qu'on l'a vu avec les quotas laitiers, la dérégulation et le libre-échange total imposé idéologiquement par l'Union européenne, entraîne l'effondrement en réalité de la filière. Les quotas, ça marchait très bien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a voulu à tout prix les supprimer. Aujourd'hui, on se rend compte des conséquences. Donc, il faut de la régulation. C'est d'ailleurs pour ça que la PAC a été créée, il faut quand même s'en souvenir. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que la PAC ne répond plus à aucun des objectifs qui, au départ, étaient les siens. Marine Le Pen, supposons que vous soyez élue présidente de la République. Les 3 premières mesures que vous prenez en faveur de l'agriculture? Alors, je vais vous dire, je ne vais pas me limiter à 3 mesures, pardon, je ne me sens pas obligée comme ça d'avoir un nom. Je pense que c'est un environnement général qu'il faut mettre en œuvre. Et le premier environnement général, c'est encore une fois de préserver nos productions
par rapport à des productions étrangères qui ne sont pas soumises aux mêmes normes. C'est ce que réclame une grande partie de nos agriculteurs. C'est l'arrêt des négociations pour le TAFTA et le CETA, c'est l'étiquetage, parce que moi je crois que les consommateurs sont en réalité la meilleure aide des agriculteurs. Les consommateurs sont prêts à s'investir dans la nourriture française, encore faut-il qu'ils soient informés. Or, il y a eu quelques améliorations, mais à mon sens, pas suffisamment. Je pense enfin qu'il faut un État stratège, c'est-à-dire un État qui, avec les agriculteurs, soit capable de réfléchir non seulement à l'aménagement du territoire, car derrière les problèmes de l'agriculture, il y a le problème général de la ruralité, mais aussi à réfléchir à nouveau à la restructuration des filières. On le voit avec les abattoirs et avec d'autres filières qui ont besoin de l'aide de cet État stratège pour pouvoir se réorganiser. Et puis on va revoir les normes. On va revoir les normes pour garder celles qui sont utiles et puis retirer celles qui sont en réalité, qui n'apportent pas un plus, mais qui apportent en l'occurrence un moins. Jean-Marie Serroni, comment vous réagissez ? Alors, ce que vous dites paraît effectivement très, très cohérent et très en ligne avec votre ligne politique. Enfin, c'est d'une évidence limpide. Sur l'aspect, je dirais, économique, qui est mon domaine économique et agronomique, je tiendrais juste à vous rappeler que la politique agricole commune a été créée dans les années 58 ou 9 pour augmenter la production. C'était pas pour réguler, c'était pour augmenter. On était à l'époque déficitaire au plan alimentaire. Et ça a été un succès faramineux qui a dépassé les objectifs. Et donc il y a eu les rééquilibrages qui sont mis en place dans les années 80-90. Alors, sur ce que vous dites, moi, ce qui me gêne profondément, ou que je ne comprends pas très bien, c'est cette dimension protectionniste. Vous n'avez pas employé ce terme-là, mais je synthétise et je résume. Et puis après, je dirais deux mots sur les normes. On est à peu près, je pense effectivement, tous d'accord en France pour consommer français, et notre modèle de repas, enfin notre modèle alimentaire français. Pour autant, l'agriculture française est fortement exportatrice et se développe aujourd'hui grâce à l'exportation, puisque sur le marché intérieur français et quelque part européen d'ailleurs, on ne mange pas plus. Enfin, c'est un marché qui est stabilisé aujourd'hui. Après, il y a des mouvements entre les différentes productions. On ne mange pas exactement la même chose, ça bouge, mais le volume reste à peu près le même. Donc, comment peut-on fermer d'un côté et rester ouvert, fermer à l'entrée et rester ouvert pour faire sortir ? Réponse, on reviendra sur les normes après. Non, mais encore une fois, il ne s'agit pas de fermer. Moi, je ne veux pas construire des murs. Je veux juste rétablir, rétablir la justice. Vous avez dit on interdit. On ne peut pas, on ne peut pas imposer à nos agriculteurs, à nos éleveurs, d'avoir investi des sommes considérables pour mettre en place des normes qu'on leur a imposées et les mettre en concurrence avec des produits qui ne respectent pas ces normes-là et qui ne sont même pas soumis à ces normes-là. On est là dans un... Mais il n'y a pas une filière. Mais attendez, il n'y a pas une filière, quelle qu'elle soit économique, qui supporterait cette concurrence. C'est, à mon avis, une évidence. C'est vrai aussi, d'ailleurs, dans les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes, on a imposé toute une série de normes sanitaires pour augmenter le niveau de sécurité des consommateurs pour les produits français, mais on importe et on vend des produits qui ne sont pas soumis à ces normes sanitaires. Je suis désolé, mais je trouve que c'est une profonde injustice pour eux. Donc, il ne s'agit pas, encore une fois, d'interdire les importations, il s'agit de rétablir une concurrence loyale. Deuxièmement, si on veut que les consommateurs puissent acheter français, encore faut-il qu'ils sachent si c'est français. Je ne vais pas vous donner le nom d'une très grande marque, qui a le nom d'une très grande capitale française et qui en réalité vend du jambon qui n'est pas français. Bon, si les Français le savaient, peut-être qu'ils se tourneraient vers des produits qui sont français. Alors pourquoi se priver de cette co-production qui serait celle entre les agriculteurs français et les consommateurs pour préserver un modèle qui est un modèle de savoir-faire, de qualité et de sécurité. Mais là-dessus, vous savez, je pense comme moi, que la ligne, je crois que tout le monde est à peu près d'accord, la difficulté, c'est que sur les produits non transformés, bon, on sait qu'ils arrivent, ils n'arrivent pas, c'est clair, mais les produits, ce qui est l'essentiel de ce que l'on consomme, qui est passé par l'industrie agroalimentaire, c'est des mélanges, et les débats portent sur à partir de quel
quel taux Seuil. de produits, quel seuil, voilà les mots que j'ai cherchés, quel seuil de produits importés on peut étiqueter français ou pas français. Au-delà des industriels qui disent ça coûte cher, mais ça se règle ça. Élevé, transformé. Oui, mais quand on C'est mélange... simple. Né, élevé, transformé. Oui, mais- C'est ce qui est réclamé. Oui, mais Alors bien sûr, c'est pas parfait. Les préparations culinaires, il y a différentes composantes. Mais vous avez raison. Une Mais- ratatouille, par exemple, pour faire concret. Non mais d'accord, bon, vous avez raison. Enfin, quand même, il y a dans chaque produit un produit de base qui est majoritaire. Bon, alors après, je veux dire, si on n'a que des problèmes avec Le la ratatouille, paella, oui. si on n'a que des problèmes avec la paella, on aura quand même réglé l'immense majorité des autres difficultés. Bon. Donc, sur le patriotisme économique, je pense que chaque pays, si vous voulez, a ce souhait-là. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas le souhait de faire du patriotisme économique? Vous me parliez, vous me disiez que il y a le marché intérieur et les exportations. Mais enfin, moi, je plaide pour que dans les commandes publiques, et notamment dans les cantines et dans la restauration collective, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a 85% du bœuf qui est du bœuf d'importation. Est-ce que c'est normal? Moi, ma réponse est non. Il n'est pas normal que les impôts des Français ne servent pas à offrir dans ce qui est payé avec les impôts des Français, des produits français. Donc commençons déjà par mettre en œuvre cela. C'est vrai que c'est interdit par l'Union européenne et que moi j'entends beaucoup de responsables politiques venir dire il faut faire du patriotisme économique, mais qui refusent de s'opposer à l'Union européenne qui elle-même l'interdit. Alors il faut avoir sa logique. Moi alors, je suis logique. Sur cet aspect, si on peut poursuivre, Jean-Paul. on peut Juste, Une minute. Très vite. je ne me prononce pas sur le fond, mais sur l'aspect économique et matériel. Cette question de concurrence que vous évoquez, elle ne se pose pas sur les céréales, elle se pose beaucoup en viande porcine, où on importe et on exporte. Elle ne se pose pas véritablement en viande bovine. Ça va venir avec le CETA quand même. Mais aujourd'hui, elle ne se pose pas en viande bovine parce que nous sommes structurellement importateurs, parce que nous ne produisons pas suffisamment. Et dans cette région, on est au cœur du débat, puisque une grosse partie des animaux ne sont pas terminés et sont vendus, enfin ne sont pas terminés, je m'excuse de prendre un terme technique, ce ne sont pas des animaux finis, ce sont des veaux qu'on vend et qu'on exporte, qu'on n'engraisse pas, parce que les éleveurs ne souhaitent pas les engraisser. Et pourquoi on importe 80... Ne souhaitent pas ou ne peuvent pas Non, parce que sur ce j'ai passé sujet-là, ils sont des pas journées en débat avec les éleveurs là-dessus. Et sur la question de la viande bovine, vous savez qu'on consomme, la moitié de ce que l'on consomme aujourd'hui, c'est de la viande hachée. Et je vais un tout petit peu de technique, la viande hachée, c'est plutôt les avants, hein, les parties avant. Et donc, on en manque. Et on a trop de parties arrière. Donc, ce n'est pas qu'une question de vase communicant. Il y a des questions qualitatives au sein de de différents morceaux au sein de la filière viande. Il y a la même chose en cochon. Alors, on va changer de sujet. Vous savez qu'il y a eu un plan d'aide qui a été annoncé par Stéphane Le Foll il y a 2 jours. Et il y a beaucoup d'argent qui est venu parce que l'argent coûte pas cher. Donc, on apporte de l'argent. Et effectivement, la trésorerie en a besoin actuellement. Mais il y a une mesure, 3100 € donnés à des agriculteurs pour se reconvertir. Est-ce que vous trouvez, comme souvent ça a été dit sur ce plateau, que c'est ridicule alors qu'on va peut-être acheter des TGV pour rouler à moyenne vitesse en France pour sauver une entreprise? A-t-on réellement envie de sauver l'agriculture française? Ils veulent en faire quoi? Des jardiniers, c'est ça? C'est pour les reconvertir en jardiniers? C'était la grande idée du président Hollande, en l'occurrence. Bon. Enfin, est-ce qu'on peut se fonder? Est-ce qu'on peut arrêter d'essayer de mettre des pansements sur des cancers en phase terminale? Parce que c'est un peu ça. On voit bien que le système ne fonctionne pas. Au lieu de s'attaquer aux problématiques des causes du dysfonctionnement, eh bien, on attend que la colère monte, et puis on donne en général une aumône d'ailleurs. 3 000 Parce €. que après tout, je veux dire que l'État stratège puisse intervenir dans un plan concerté avec les agriculteurs pour justement réfléchir à la restructuration des filières et donner un avenir à ce dont dépend quand même notre souveraineté alimentaire. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, c'est pas l'agriculture et les produits agricoles sont pas des produits comme les autres. Ça met en cause notre indépendance, notre liberté, notre santé, notre sécurité. C'est absolument essentiel. Or, on va aider Vallourec, on va aider Alstom et on n'envisage jamais
je veux dire, de réfléchir sur le long terme pour sauver ces filières qui sont des filières essentielles. Et pourquoi on ne le fait pas, cher monsieur? Je vais vous le dire. Parce que si on le faisait, eh bien, nos responsables politiques seraient obligés d'être confrontés à leur incohérence, à savoir que pour sauver l'agriculture française, il faut s'opposer aux diktats de l'Union européenne qui impose la dérégulation, qui impose le libre-échange total. Et ça, ils ne le feront pas. Alors, ils préfèrent payer en se disant qu'ils gagneront 15 jours, 3 semaines, 1 mois de tranquillité, plutôt que de s'attaquer à leurs maîtres, qui semble-t-il sont trop puissants pour eux et qui se symbolisent dans la Commission européenne. C'est avec la Commission qu'il faut faire le bras de fer, c'est avec l'Union européenne qu'il faut faire le bras de fer, et il faut arrêter de penser qu'avec une aumône, on va pouvoir se débarrasser du problème absolument gigantesque, non seulement de l'agriculture, mais du problème que vivent dans leur cœur, dans leur vie familiale, les agriculteurs, dont je rappelle que le taux de suicide est absolument terrifiant. Et pourtant, on a l'impression que personne ne le prend vraiment en compte aujourd'hui. Mais non, mais encore une fois, on a surtout le sentiment qu'on a fait une croix sur l'agriculture et qu'on va laisser petit à petit mourir un modèle qui est un modèle très français, qui est le modèle de l'exploitation familiale, modèle auquel moi je suis terriblement attaché parce que je crois que c'est le plus performant. On va pousser un certain nombre à faire des fermes-usines, tout en leur expliquant d'ici 10 ans que de toute façon ils seront toujours trop petits par rapport à leurs concurrents étrangers, alors que ce modèle est un modèle qui a fonctionné par le passé, mais moi j'ai pas une vision passéiste, mais je crois que c'est un modèle d'avenir, à charge bien sûr, d'y intégrer de la modernité, du numérique. Moi, ça ne me pose pas de difficulté, ça ne leur en pose pas non plus d'ailleurs aux agriculteurs. Ils sont tout à fait prêts à cela. Le tout, c'est qu'on ne leur dise pas investissez, investissez, pour leur expliquer 5 ans plus tard que malgré leurs investissements, eh bien, ils sont morts parce qu'ils seront en compétition. Ce sont comme avant tout des chefs d'entreprise qui décident eux-mêmes d'investir. On leur dit pas personne ne leur dit investissez, c'est quand même eux qui prennent leurs décisions. Non, mais dans l'agriculture, c'est un peu comme dans le diesel. Vous voyez, on nous a quand même dit il faut acheter du diesel, et puis 15 ans après, on nous dit pour finir, on va vous taper dessus parce qu'on s'est rendu compte que le diesel, eh bien, ça polluait plus que le reste. Bon, alors quand même. Non, mais après il y a des Sur l'exploitation familiale, je crois qu'il y a un consensus en France sur l'exploitation familiale. Le problème, c'est qu'il y a des définitions différentes, enfin des acceptions différentes du terme. Pour vous, par exemple, un agriculteur qui travaille avec 2 ou 3 collaborateurs, est-ce que c'est une entreprise agricole familiale ou est-ce que c'est une firme? Oui, mais vous voyez bien quelle est la différence dans notre esprit. C'est central dans le débat politique global agricole aujourd'hui. Oui, mais la question, elle n'est pas là et vous le savez bien. La vraie question, c'est entre le modèle de l'exploitation familiale tel que nous la connaissons, où il peut y avoir, bien sûr, 1 ou 2 salariés, et le modèle des fermes-usines. Voilà. Et je ne les pointe pas du doigt, ces fermes-usines, que les choses soient très claires. Je ne suis pas là pour dire vous avez tort de faire ça, c'est honteux ce que vous faites. En réalité, ils sont forcés de le faire parce qu'on les met dans un monde de dérégulation et de compétition qui oblige certains, pour survivre, à grossir. Le problème de grossir, là, vous faites allusion à l'affaire des 1000 vaches, mais c'est un cas. Dans la pratique c'est un modèle qui est en concurrence. Mais dans la pratique quotidienne des départements, du département du Puy-de-Dôme, c'est de savoir est-ce qu'un éleveur qui a 2 ou 3 salariés, il a le droit de le faire. Et dans la pratique aujourd'hui, non. Parce que c'est considéré réglementairement comme une trop grosse exploitation. Oui, mais c'est idiot. Et donc on est d'accord là-dessus. Non, mais c'est parfaitement idiot. Nous sommes d'accord. Bon, mais ça tombe bien parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Marine Le Pen, je vous remercie. Jean-Marie Seroni, merci. Alain Rouillet, merci. Je rappelle que vous avez publié un sondage sur les agriculteurs au sein de Datagri. Merci. Merci à vous aussi, le public. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.